Seconde séquence donc maintenant, comment lever les freins à la pratique urbaine, quels sont-ils ces freins et comment les lever, avec Céline Forestier au titre de Cyclable qui va venir à mes côtés, Christian Gioria qui va venir nous parler des stratégies menées en Île-de-France puisqu'il en a la responsabilité en termes d'intermodalité et de nouvelles mobilités, Guilhem Leroux qui est directeur des relations publiques de Pony et Benjamin Sarzin également, fondateur de YouABike, qui va, bonjour, nous expliquer un petit peu. Merci, madame, merci, messieurs. On avait la parité, là, on l'a un petit peu moins, mais au moins une petite touche de féminité. Ça nous fait plaisir. Alors, on va garder le même schéma, si vous voulez bien. On va avoir une petite carte de présentation, une petite carte de visite de chacun pour qu'on se connaisse tous, c'est important. On a parfois des idées reçues. Alors là, maintenant, on pose les choses au clair. Qui est qui et qui fait quoi. Donc, je vais laisser justement la parole à Céline pour nous présenter un petit peu Cyclable. Avec la zapette, si vous le souhaitez. Et le micro, vous avez. OK. Alors, je vous donne la petite zapette. Et on voit ensemble Cyclable. Parlez-nous un petit peu de Cyclable. Il n'y a pas besoin d'appuyer sur un bouton, ça démarre tout seul. Bonjour à tous. Donc, je suis Céline Forestier, dirigeante du réseau Cyclable. Cyclable, c'est un réseau de magasins d'une soixantaine de magasins de vélos en France. On a aussi 4 magasins de vélos en Suisse. Et depuis 15 ans, on accompagne les cyclistes du quotidien. Alors justement, ça fait complètement opposition par rapport à ce qu'on a vu à l'instant. Opposition, pas frontale, mais disons transition. Voilà, un usage un peu différent. Un usage un petit peu différent. Et on accompagne donc tous les cyclistes, les familles et les entreprises qui souhaitent se mettre au vélo au quotidien et trouver la solution qui lui convient, parce qu'il y a différentes façons de faire du vélo au quotidien chez Cyclable, puisqu'on aime bien dire que finalement le vélo c'est aussi un art de vivre du quotidien. Alors quelques chiffres, aussi un peu en rebond avec ce que nous présentait tout à l'heure Jérôme Valentin. Donc comme je vous le disais, on existe depuis 15 ans. On se dit le numéro 1 français spécialisé sur ce segment de la mobilité. Et en 2020, on a connu une forte croissance. Mais cette croissance, on l'avait quand même déjà ressentie et engagée depuis 2018, avec notamment une forte croissance sur le segment du VAE. Les perspectives 2021 sont plus raisonnées par rapport à ce qu'on a connu en 2020, mais on est quand même sur une tendance de croissance assez forte. Grâce à nos relations historiques avec nos chers fournisseurs, on arrive à avoir des vélos disponibles pour rouler au quotidien et continuer à mobiliser toute la population sur cet usage qui fait sens pour nous tous au quotidien et pour la planète. Donc, comme je vous disais, on aime bien dire chez Cyclable que plus que des revendeurs de vélos, on est vraiment des créateurs de cyclistes. On a vendu environ 20 000 vélos en 2020 et on s'achemine vers une tendance similaire sur 2021. Et quelque part, on stimule au quotidien ce vélo comme art de vivre. Et justement, c'est le lien avec le sujet qu'on apporte aujourd'hui, c'est voir comment, à travers notre accompagnement, on va aller lever les freins à la pratique, parce que c'est sûr, il y en a beaucoup, mais je crois qu'on est en bonne voie pour faire en sorte qu'il y en ait de moins en moins. Donc ça, c'est un petit peu une tendance. Notre ambition, c'est vraiment de continuer à accompagner la pratique au plus proche des cyclistes, au plus proche aussi des villes et territoires où il y a une forte population qui s'engage dans la pratique au quotidien. Et on va aller mailler le territoire dans toutes les villes où il y a plus de 100 000 habitants. Donc sur Grenoble, on a bien sûr un magasin historique, et dans tout Rhône-Alpes, on est assez présent. L'intention, l'objectif, c'est d'avoir une centaine de lieux à horizon 2025. On a la particularité d'être un réseau que j'aime bien dire, on va dire mixte ou hybride, avec à la fois des magasins en propre et des magasins qui sont des magasins en franchise.
Et juste pour avoir un petit zoom sur notre offre, qu'est-ce que ça veut dire le vélo au quotidien? Tous les segments sur lesquels on est spécialiste depuis 15 ans, c'est vraiment le VAE équipé plus pour rouler en vélo taf, mais aussi vélo taf la semaine et loisirs le week-end. On vend très peu de VTT AE. On laisse ce segment-là aux magasins qui sont plus orientés sur le vélo sport. On a une très forte spécialisation historique sur le vélo cargo. Et c'est un segment qui se renforce chaque année, avec notamment cette année une part du cargo dans notre chiffre d'affaires qui dépasse les 20%. Une expertise aussi sur le vélo pliable. On a aussi la particularité d'être spécialisé sur tout ce qui est vélo de voyage, vélo itinérance et trekking. On a aussi une offre pour les entreprises on travaille pour accompagner toutes les entreprises qui souhaitent mettre leurs salariés au vélo. Et c'est notamment un bon levier en fait, d'activer dans les entreprises cette mise en selle, puisque c'est aussi une façon de stimuler la pratique. Voilà les grandes lignes. Alors je vais me tourner vers Pierre-Emmanuel en régie, si on peut éventuellement... J'aimerais, Christian, si vous voulez bien, qu'on conserve votre intervention plutôt après la présentation de nos co-participants, parce que la stratégie que vous allez nous présenter rebondit bien sur ce qu'on vient d'entendre déjà sur la première séquence et ce que vient de nous présenter également dans l'approche Céline. Alors, si vous voulez bien, Guilhem, je vais vous transmettre, je vais vous laisser prendre un micro. On écoutera ici également Benjamin, et puis ensuite je reviendrai vers vous, Christian, par rapport à la stratégie que vous déployez. Guilhem, pour nous parler un petit peu de Pony, si vous le voulez bien, et de cette activité aussi que vous déployez. Oui. Bonjour à tous. Donc Pony, on est la seule entreprise française de micromobilité partagée. Donc c'est-à-dire qu'on fait des vélos à assistance électrique et des trottinettes électriques en libre service dans une dizaine de villes en Europe. On a le statut de fabricant de vélos, c'est-à-dire qu'on conçoit nos véhicules, et on gère l'industrialisation, l'importation des véhicules produits, et ensuite on va les opérer. Donc au quotidien, on va recharger ces véhicules, en faire la maintenance, et on va construire une application mobile qui va permettre de les déverrouiller dans la rue. Donc par exemple, à Grenoble, vous avez 250 vélos en libre service, donc ce modèle-là, qu'on appelle le double Pony, donc en fait, qui est le premier vélo cargo long tail conçu pour le partage dans le monde. Et nous, on fait ça parce qu'on a une conviction assez forte, c'est que en fait, dans 10 ans, le vélo classique sera pas un vélo mécanique, ce sera un vélo à assistance électrique, mais un vélo à assistance électrique long tail. Donc, pour rebondir sur les introductions, je rajouterai juste le mot long tail à la fin, puisqu'en fait, ce vélo est beaucoup plus versatile. Il permet de se déplacer, donc dans notre cas à 2, dans le cas d'Uba, parfois d'emporter des marchandises, parfois même à 3. On en voit beaucoup à Paris avec 2 enfants derrière. Donc voilà, nous, la mission, c'est vraiment de démocratiser en fait l'usage du long tail et donc de le rendre plus accessible à tout le monde. C'est-à-dire que nous, vous débutez un trajet en vélo long tail à 1 € le déverrouillage et 19 centimes la minute. Donc à Grenoble, on va avoir des trajets qui vont coûter à peu près 3 €. Donc au lieu d'avoir tout de suite à débourser 3 ou 4 000 € pour acheter un vélo long tail, là vous allez pouvoir l'utiliser au quotidien pour un prix qui est assez accessible. On fait ça avec un modèle participatif assez unique. En fait, on est le seul à le faire, puisque les véhicules que vous voyez dans la rue n'appartiennent pas à Pony. Ils appartiennent aux Grenobloises et aux Grenoblois qui les ont achetés pour les laisser en partage. Donc le double Pony, par exemple, il vaut 1 790 €. Donc quelqu'un va l'acheter 1 790, il va le laisser dans la rue, et à chaque fois qu'il va faire que le vélo va faire un trajet, il va récupérer 50% des revenus. Donc en fait, on ne partage pas seulement l'usage, on partage vraiment la propriété du véhicule et la valeur qui est générée par les véhicules que vous voyez dans la rue. Donc là, ça par exemple, ça c'est le double Pony, donc c'était un double Pony donc, pour Paris, donc il n'y a pas encore fait de trajet, mais c'est dans l'application, vous avez toute une expérience un peu gamifiée, vous allez donner un nom à votre véhicule, vous allez voir en temps réel combien il a fait de trajet, combien il vous a rapporté, depuis combien de temps vous l'avez, et vous pouvez aussi regarder en fait, dans la rubrique trajet, combien de temps ont duré les trajets, etc. Je pense que c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur Vous faites combien de trajets par jour? Ah oui, effectivement. On va faire donc, à Grenoble entre 500 et 1000 trajets quotidiens avec 250 vélos. Donc on va faire en fait entre 2 et 4 trajets par jour en fonction de la saison, en fonction du temps qu'il fait, en fonction de l'activité dans la ville.
c'est vraiment un moyen de rendre accessible ce vélo. Donc on va à peu près avoir à Grenoble, depuis l'introduction du vélo, entre 5 et 10 000 personnes qui vont l'utiliser chaque mois. Il est présent à Grenoble Depuis mai 2021, donc c'est la première ville qui a accueilli ce vélo long tail. Donc c'était une volonté de la métropole de Grenoble. Il n'est pas qu'à Grenoble d'ailleurs, il est à Mélan, Montbonneau, d'autres villes de la métropole. C'était une volonté de la métropole de Grenoble d'avoir ce vélo-là. Et donc on leur a fourni, on l'a aussi déployé à Angers. Et on va le déployer au cours de l'année 2022 dans tous nos zones marchés, donc notamment Bordeaux en France, peut-être Bruxelles en Belgique, ce genre de marché-là. Après, voilà, comme tout le monde, on fait face aux enjeux de production qui ont été évoqués. Et donc, on va en produire le plus possible, le plus rapidement possible. Merci, on va revenir effectivement ensemble sur ce modèle qui est assez original. Benjamin, merci d'être avec nous pour partager ensemble donc, cette belle aventure de Yuba avec un parcours assez exceptionnel. Je vais vous laisser nous en présenter son contour et en même temps aujourd'hui l'incarnation que vous en avez fait en revenant en France. Bonjour, alors on a décidé de faire la présentation dans une nouvelle langue. Oui, je vois. Comme vous pouvez le voir, ça va être assez intéressant. Si vous voulez la petite zapette pour faire merci, donc, je vous la confie. Bonjour à tous, très excité et content d'être là. Donc moi je suis le fondateur et le dirigeant du groupe de cette marque de vélo Yuba. Et en fait, l'inspiration, donc ça fait longtemps qu'on existe, j'ai commencé dans le secteur il y a 20 ans, quand finalement le vélo n'était pas dans l'air du temps. Et le plus satisfaisant, c'est le succès. C'est que en fait, la vision que j'ai eue il y a 20 ans, c'était qu'on voulait que les gens, que cette culture vélo, que ça soit en ville, en milieu de montagne, se diffuse et que les gens utilisent leur vélo pour se déplacer, pour faire une activité physique, pour rester en bonne santé. Et 20 ans plus tard, c'est assez sympa parce que finalement, maintenant, on émule des gens comme Pony qui créent un vélo qui permet de transporter un passager en ville, donc plus d'acteurs, plus de gens qui se déplacent en ville. On a évolué en parallèle avec Céline et le réseau cyclable qui, il y a une dizaine d'années ou 12 ans, n'avait qu'un magasin à l'époque. Et en fait, on a évolué en parallèle et on voit cet art de vivre, ce lifestyle qui se développe. Et ce qui est aussi extraordinaire, c'est que ça se développe dans le monde entier. Donc les problématiques qu'on voit ou les opportunités qu'on voit en France existent également en Suisse, en Belgique, en Allemagne, aux États-Unis, en Australie. Et on a vraiment vu au cours des années, notamment l'impact concomitant de l'amélioration des produits. Et je pense qu'on n'a pas trop parlé de l'arrivée de Bosch, notamment en 2010 ou 2011, qui a quand même révolutionné. On en parlera. Qui a quand même révolutionné le vélo électrique. Parce que nous, au début, on avait des vélos qui étaient musculaires, donc il fallait avoir une sérieuse condition physique pour transporter 2, 3, 4 passagers, notamment en milieu vallonné ou au milieu de montagne. Et l'arrivée d'une motorisation de qualité, quand même, a changé la donne et a permis à plein d'acteurs, que ce soit Rossignol qui était là tout à l'heure ou bien d'autres, de créer des vélos qui étaient de qualité, qui allaient durer dans le temps et qui allaient performer. Et ça a été quand même un énorme élément déclencheur. Et l'autre chose, c'est la mise en place des politiques publiques. Et alors nous, on a une grosse présence aux États-Unis, où j'ai vécu pendant 15 ans, où une grosse différence entre ce qui se passe en Europe et aux États-Unis, c'est qu'ici, on peut voir la volonté politique. Les gens sont élus et mettent en place les politiques de développement du vélo. Et ça n'est pas ouvert pour le débat. Aux États-Unis, on est dans une politique très, très clivée, où finalement il y a des États bleus qu'on connaît, les démocrates, et des États rouges, où il y a très peu de politique de développement du vélo, des alternatives à l'automobile, peu de politique de transport. Et nos ventes ou la pénétration du mode de vélo comme style de vie se voit et se vit dans les États ou les villes où il y a un fort investissement. Et les endroits, par exemple le sud-est des États-Unis, où il y a peu d'investissement dans le vélo, il n'y a pas de développement du vélo comme outil de transport. Voilà. Donc la marque Yuba travaille essentiellement présente sur le territoire français, en Europe. On travaille particulièrement avec le réseau cyclable qui permet de faire le lien de qualité entre les clients et nos produits. Et puis évidemment, on a un siège qui est localisé à côté d'Annecy. Et puis aux États-Unis, on est en Californie du Sud, un petit peu au sud, à 1h30 au sud de Los Angeles. Voilà un petit peu pour l'histoire de la marque. Alors, du coup. Ouais, alors, je sais pas si autre chose. Du coup, impeccable. Voilà.
Simplement, comme préciser que vous avez, voilà, la stratégie, c'était justement d'avoir des vélos très polyvalents et justement dans le concept du cargo quand même. Alors nous, la stratégie, alors à l'époque, ça s'appelait pas cargo, ça s'appelait pas Longtail. Longtail, c'est un mot qu'on a créé, je me rappelle, en 2006. C'est pareil, hein, quand les Hollandais avaient des vélos avec un bac à l'avant qui s'appelait backfeeds, on n'appelait pas ça cargo à l'époque, ça c'est un mot qui a un petit peu évolué au cours des dernières années. Et notre vision, c'était vraiment de créer un produit qui soit plus utile qu'un vélo traditionnel, donc qui permette de transporter des passagers, des équipements sportifs, des instruments de musique, et en fait de remplacer le coffre d'une voiture ou le siège passager d'une voiture. Donc en fait d'ajouter de l'utilisation au produit, au vélo, pour que les gens puissent se déplacer plus à vélo. Et on voit que c'est le cas, quand on a pas mal d'exemples où les gens, finalement, une fois qu'ils ont acheté un de nos gros vélos, ou des concurrents, ben finalement, on l'utilise beaucoup, beaucoup plus, notamment en déplacement, en milieu urbain, pour déposer leurs enfants à l'école, pour aller faire leurs courses. Et finalement, on voit un développement de la pratique et du déplacement à vélo en milieu urbain ou rural, qui est ainsi augmenté. Très bien, on va revenir de toute façon ensemble. On a fait le tour, peut-être des... Non, oui, voilà, je pense. Voilà, alors là, il y a quelques modèles, notamment en situation. On voit des choses assez intéressantes là, qui rejoignent un petit peu le milieu de montagne, et des fois, c'est un petit peu mon dada. C'est en fait la problématique qu'on voit des fois en milieu de montagne, avec les problèmes de parking et de congestion pour accéder en station de moyenne montagne. Et on a des acteurs qui sont capables d'aller, qui vont faire du ski maintenant en utilisant le vélo. On voit ça dans les milieux balnéaires aussi, où souvent accéder à la plage est difficile. Donc là, avec un vélo cargo, on peut charger ses enfants, sa planche de surf ou son boogieboard et toucher ses accessoirement électrique, hein, parce que les 3 paires de skis des 2 enfants, vraiment. Accessoirement électrique. Je pense que là, il faut quand même un peu des watts. Hein. Ça peut aider. Mais on reviendra sur cette dynamique. Je vais redemander à Pierre-Emmanuel s'il veut bien nous accompagner, puisque maintenant j'aimerais, voilà, Christian, je vais vous transmettre aussi c'est pas le flambeau, c'est la zapette, mais l'idée est un peu là aussi. Vous justement, on a vu là des principes de conception, de développement de l'offre, de concepts aussi assez novateurs. Vous avez la charge un peu quelque part de faciliter la mise en mouvement et la diffusion avec la gestion de l'infrastructure, de la mobilité à l'échelle de l'Île-de-France. J'aimerais bien que vous puissiez un petit peu justement nous expliquer quelles ont été un petit peu les orientations, les ambitions qui ont été les vôtres et comment justement vous avez veillé à quelque part accompagner, à essayer de lever ces freins dont on va encore reparler un peu. Bonjour à tous. Donc, oui, effectivement, on a un travail un petit peu différent des acteurs qui sont présentés aujourd'hui autour de cette table ronde, mais évidemment, l'écosystème vélo fait que tout le monde doit apprendre à travailler ensemble et travailler ensemble. Aujourd'hui, donc, je travaille au sein d'Île-de-France Mobilité. C'est un établissement public administratif. Pour faire simple, en gros, c'est le service transport du Conseil régional d'Île-de-France. Dans la pratique, on a un conseil d'administration dédié et donc avec un budget dédié et des politiques dédiées. Le contexte, effectivement, depuis 2015, permis par la loi, on a donc de nouvelles compétences qui nous permettent d'intervenir directement sur les politiques cyclables. Donc, côté conseil régional, plutôt sur l'infrastructure, et côté Île-de-France Mobilité, plutôt sur la partie service. Historiquement, on intervenait sur l'organisation des modes lourds, le métro, les RER, les Transiliens, l'organisation des 1200 lignes de bus depuis 5-6 ans. Donc on a de nouvelles compétences qui nous permettent d'intervenir sur le vélo. Il y a 2 axes autour du vélo qui ont été développés côté Île-de-France Mobilité, donc à savoir le stationnement vélo en gare. On a un réseau de 500 gares en Île-de-France. Aujourd'hui, il y en a très peu qui sont équipés. Il y a un nouveau plan qui a été voté qui vise à déployer plus de 100 000 places à l'horizon 2030. Et le sujet qui nous intéresse plus spécifiquement aujourd'hui, donc autour de la location de vélo. Donc location de vélo, sujet qui a été mis sur la table aux alentours de 2015-2016, avec déjà un contexte favorable, comme on le voit sur cette diapositive, où depuis les débuts des années 2010, le nombre de déplacements à vélo avait tendance à augmenter de manière assez régulière au fur et à mesure du développement des infras, notamment. Il y avait une volonté politique assez forte. C'est vrai que la présidence d'Île-de-France Mobilité, qui est la même que celle du Conseil régional d'Île-de-France,
a voulu investir assez fortement sur les sujets de mobilité active, dont le vélo notamment. Les compétences d'Île-de-France Mobilité, ça j'en parlais. Et puis on a fait un travail en amont qui était de savoir quelles étaient un petit peu les attentes des Franciliens sur le sujet. Et donc là, on a quelques chiffres. 73% des Franciliens intéressés sur un service de location longue durée et 17% très intéressés. Pour information, 17% d'une région de 11 millions d'habitants, ça fait 250 000 personnes qui potentiellement ont demain matin envie de vous louer un vélo. Donc face à ça, comment on fait ? C'était pas forcément évident tout de suite. Donc là, vous avez un petit cheminement qui a été mis en place. Donc décembre 2018, en gros, une étape contractuelle importante qui correspond à la notification du contrat et surtout pour les Franciliens, une matérialisation concrète avec septembre 2019, le lancement donc, des 10 000 premiers vélos. Donc 10 000 premiers vélos, pourquoi ? Alors qu'on en avait 250 000 intéressés initialement. J'y reviendrai un petit peu plus loin. Septembre 2020, 5 000 nouveaux vélos supplémentaires. Et janvier 2021, à nouveau 5 000 vélos supplémentaires. Donc 20 000 vélos au total qui ont été assemblés par Cycle Europe. Donc je regarde Jérôme Valentin au moment où je le dis, pour le remercier. Et puis après, donc une nouvelle étape qui s'est enclenchée autour des vélos cargo. Donc cette fois sur une flotte un peu moins significative. 500 vélos au total, avec des biporteurs, des triporteurs. Il ne l'a pas fait gratuitement quand même. Non, il ne l'a pas fait gratuitement, effectivement. Et des triporteurs qui ont cette fois été plutôt assemblés avec des partenaires, avec Niola et 12, merci. Voilà, donc ça c'est pour la partie plus contrat. Donc sur le vélo, là vous avez un exemple du vélo classique tel qu'il est proposé. Donc c'est un modèle de VAE unique. C'est un contrat qui se déroule sur 6 ans, donc qui court jusqu'en 2025. Pour le public, c'est un tarif de 40 € par mois et 20 € par mois en tarif réduit. Et le modèle unique, juste pour information, il est puisé dans la gamme de toutes celles et ceux dont on sait qu'ils font des vélos, ou est-ce que vraiment vous avez édité le cahier des charges et vous dites, voilà, moi je veux ça ? Alors justement, il y a eu un cahier des charges qui a été fait, qui a été prescrit par Île-de-France Mobilité, donc avec différents candidats qui ont été mis en concurrence et puis une notification à la clé. Et pour prescrire ce cahier des charges, au-delà des aspects très techniques qui touchent autour de l'autonomie de la batterie, qui vont toucher autour du bloc moteur notamment, on a fait aussi ce travail amont de savoir quelles étaient les attentes des Franciliens, non pas sur la demande de vélo, mais quels étaient le type de vélo. Ils avaient notamment des attentes autour du confort, ils avaient notamment des attentes autour de la progressivité, de l'assistance, et ils avaient des attentes aussi autour de l'autonomie. Donc c'est vrai que pour un VAE urbain, aujourd'hui, le Véligo Location, il a une autonomie relativement importante par rapport à ce qui existe par ailleurs sur des flottes publiques de location de vélo, puisqu'il permet aujourd'hui de parcourir entre 70 et 80 km sur un cycle de charge classique. Aujourd'hui, sachant qu'un déplacement en VAE, en moyenne, par trajet, on parcourt 7 km aujourd'hui sur l'Île-de-France, donc en moyenne 15-16 km par jour. Donc on voit qu'avec un cycle de charge de 70 km, finalement, on est sur un niveau de charge en année 1 de la batterie autour d'un cycle d'une recharge par semaine. Voilà. Un abonnement qui est valable 6 mois est renouvelable une fois 3 mois. C'est là où je refais le lien avec mes 250 000 personnes intéressées initialement, parce qu'en gros, on avait 2 options au moment du lancement du marché. Soit on produisait, on assemblait 250 000 vélos qu'on mettait à disposition des Franciliens, soit on avait une flotte plus réduite qu'on mettait à disposition sur une période beaucoup plus courte et incitait au turnover. Finalement, c'est la deuxième solution qui a été retenue pour 2 raisons. Une raison relativement simple, c'est qu'en fait, on n'a pas à se substituer en tant que collectivité au travail d'acteurs privés. On n'a pas vocation à mettre sur le marché demain matin 250 000 vélos à assistance électrique. Ça pose aussi des petites contraintes d'exploitation, parce qu'une fois qu'on les a mis à disposition, il faut en assurer la maintenance, il faut en assurer la livraison sur le lieu de travail, sur le lieu d'emploi, au sein des points de livraison. Donc c'est relativement technique. Et surtout, je reviendrai aussi dessus à la fin, ça permet de travailler en bonne intelligence avec les revendeurs, parce que finalement, une fois qu'on arrive au bout des 6 ou 9 mois de location, on va chez son vélociste et on achète un vélo, ou on poursuit dans le leasing privé. Donc c'est là où la passerelle entre les 2 univers est globalement réussie. Et l'entretien est un service internalisé ou là aussi vous externalisez le portefeuille d'entretien ? Alors c'est le même, on travaille en délégation de service public, donc c'est le même concessionnaire
qui a travaillé du coup avec Cycle Europe pour la partie assemblage, qui assure la relation client, qui assure aujourd'hui la maintenance et aussi les flux logistiques entre les technocentres et les points de livraison. Là, vous avez les 3 modèles de vélo cargo, donc le triporteur, le biporteur et le long tail, avec 2 durées d'abonnement différents, 1 mois minimum et 3 mois maximum, du coup, non renouvelables. On est sur des périodes beaucoup plus courtes, parce qu'on est sur une flotte beaucoup plus petite que les 20 000 vélos classiques, et donc avec un besoin de turnover encore un peu plus important. Autre point spécifique sur l'Île-de-France, c'est qu'on intervient sur un service de location longue durée, mais sur un périmètre de 12 000 km². Donc pareil, on a fait des enquêtes en amont pour savoir quels étaient les modes de retrait privilégiés, les modes d'accès aux points de retrait attendus par les franciliens. Et il y avait un invariant qui était assez fort, que j'habite au centre de Paris ou alors en zone périurbaine, en première couronne, voire en zone rurale. C'était le temps d'accès maximum souhaitable à un point de retrait est de 20 minutes. Que ce soit à pied dans Paris ou en transport en commun en petite couronne ou en voiture en grande couronne, c'était 20 minutes. Donc 12 000 km², 20 minutes, on se rend compte qu'il faut beaucoup de points. Donc du coup, 290 points de retrait disponibles aujourd'hui sur l'Île-de-France, essentiellement à travers des agences du groupe La Poste, mais aussi des vélocistes, certaines mairies, des structures de sport spécialisées avec Decathlon et quelques points autour du transport public avec les agences Transdev notamment. Et les points sont dotés d'un même effectif à peu près de vélos, ou il y a quand même des grappes, là on va en mettre 30, mais là on va en mettre que 5? Alors en fait, on fonctionne en flux tendu. C'est-à-dire qu'on a 3 technocentres qui sont répartis notamment en petites couronnes. Et ensuite, de ces technocentres, en fonction des lieux de réservation choisis par les franciliens, le vélo est acheminé du technocentre vers le point de livraison demandé. Acheminé en vélo? Acheminé, non. Acheminé pas en vélo. La maintenance se fait par du personnel en vélo cargo, mais l'acheminement des vélos, lui, il se fait pas en vélo. C'est vrai, c'était ta cas. Je vous le voilà. Par contre, les modes de propulsion des véhicules qui acheminent les vélos, étant donné qu'il y a une ZFE qui va se mettre en place qui a été mise en place d'ailleurs, sur la petite couronne et Paris, on n'est plus sur des propulsions diesel, etc. On est sur du GNV ou de l'électrique. D'accord. Quels sont les profils de nos abonnés aujourd'hui ? On a environ 37 000 contrats qui ont été souscrits depuis le lancement. Sur les vélos classiques, entre hommes et femmes, c'est assez équilibré. 52% de public masculin et donc 48% de public féminin. C'est un peu moins vrai sur le vélo cargo. On a une prédominance de 57% d'hommes qui ont souscrit un abonnement. On est dans un cas plutôt à 38% sur de la clientèle 25-34 ans. Énormément d'habitants de Paris et Petite Couronne. Paris, en gros, c'est 45% des demandes. La Petite Couronne, c'est à nouveau 45%. Et après, on a entre 10 et 15% de demandes d'abonnement sur la Grande Couronne. Un point important, c'est les assurances. Ça, c'était un point qui avait été creusé lors du contrat, étant donné que les contraintes de stationnement en Île-de-France, notamment en zone dense, sont assez fortes sur le lieu de résidence ou sur le lieu de travail. On a très peu de locaux vélos sécurisés chez soi lorsqu'on habite en zone dense. Donc les vélos stationnent dehors. Donc en fait, il y a pas mal d'abonnés, donc 82%, qui ont pris des assurances complémentaires au service de location longue durée, ce qui permet de rassurer tout le monde. Une bonne nouvelle malgré tout, c'est qu'on n'a pas un nombre de vols significatif sur le parc. On est aux alentours de 2-3% par an. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, en comparaison des services type Vélib qui ont des contraintes de vandalisme et de vol beaucoup plus importantes. Vous avez néanmoins quand même, vous, déployé une solution sécurité sur l'offre ? Alors, il y a 2 éléments de sécurisation. Donc, il y a ce mécanisme d'assurance qui vise à, en gros, on va dire, sécuriser l'usager plutôt que le vélo. Et pour sécuriser le vélo, il y a 2 solutions. Donc, déjà, il y a 2 points de stationnement fixes, donc un bloc roue arrière plus une chaîne qui est fournie avec le vélo. Et les vélos sont en train d'être pucés. Donc, il y a une géolocalisation qui est mise en place sur le vélo. On a des contraintes RGPD évidemment. Le vélo est géolocalisé à condition que l'usager le veuille bien. C'est pas systématique. Et c'est quelque chose qui est en cours de déploiement. Aujourd'hui, il y a environ 10 000 vélos sur les 20 000 qui sont géolocalisés.
Donc, quelques données sur l'usage. Donc là, voilà, 37 000 contrats. Là, sur les 20 000, il y en a 16 000 à la route. Alors, 16 000, c'est quand j'écrivais la diapositive. Aujourd'hui, on en est à 18 000. En fait, il y a eu un effet à la rentrée assez significatif entre le 15 août et puis là. Les vélos reviennent en technocentre, mais ils sont très vite repartis. On n'a pas eu le temps d'assurer la maintenance préventive pour les remettre à la route. Sur les biporteurs, les triporteurs, on a déjà de la liste d'attente, alors que la flotte est disponible depuis peu. Et sur les vélos rallongés, les long tail, le lancement du service date de mi-septembre. Donc pour l'instant, c'est très frais. Mais on a déjà la moitié de la flotte louée. Et ça, c'est encore une fois, quand j'ai écrit la diapositive, on est à 2/3 de la flotte qui est déjà louée. J'en parlais tout à l'heure sur le service qui permet de passer à une pratique durable. C'était un peu ce qu'on cherchait. On ne voulait pas se substituer à l'activité des vélocistes. On voulait simplement donner un effet d'entraînement à la pratique. Et aujourd'hui, on se rend compte que dans un cas sur deux, après l'acte de location, on va chez un vélociste acheter un VAE. On note aussi qu'on a un retour à la pratique du vélo mécanique. Dans un cas sur 10, soit on s'achète un vélo mécanique après son abonnement à Véligo Location, soit on ressort son vélo de la cave, on le fait réparer et on roule avec son vélo mécanique. Donc globalement, le fait d'essayer un VAE, ça permet aussi de se remettre en selle sur du vélo mécanique, et ce qui est plutôt pas mal également. On a aussi des abonnés qui se rendent vers d'autres services de location, cette fois vers des structures de leasing privé qui commencent à se développer un peu partout. Alors on va pas se mentir, hein, c'est essentiellement dans Paris pour l'instant. On aimerait bien qu'il y ait une initiative plus régionale et qui se développe. Pour l'instant, la demande reste très parisienne. Voilà. Et après l'abonnement, donc du coup, pour inciter à ce report, on a un dispositif d'aide à l'achat qui a été mis en place. Donc un dispositif qui est pérenne depuis 1 an et demi. Ça, je me rappelle qu'on avait eu des débats avec les différents vélocistes parce qu'en fait, les dispositifs d'aide qui démarrent, qui s'arrêtent, qui redémarrent et qui se réarrêtent, en fait, on génère des effets de demande provisoire, des à-coups qui sont difficiles à gérer quand on est un professionnel de la vente. Donc du coup, c'est un dispositif d'aide qui est permanent depuis février 2020, qui a vocation à le rester. Et donc 4 modèles de vélos qui sont financés, donc les vélos assistance électrique classiques, les vélos cargo avec ou sans assistance électrique, les vélos pliants idem, qu'ils soient avec ou sans assistance électrique, et le petit dernier, les vélos adaptés, où là, la démarche, elle va un peu plus loin. On n'est pas juste sur une logique de financement, mais on est là aussi pour accompagner la personne à mobilité réduite pour identifier le bon modèle de vélo. Donc souvent, on essaie de se retourner vers un réseau d'ergothérapeutes notamment pour voir quel est le vélo le plus adapté aux besoins. Donc ça, c'est une démarche qui prend plus de temps, qui concerne moins de personnes aujourd'hui, mais qui nous semble importante si on veut maximiser le nombre de personnes à remettre à la route, à la remettre en selle, tous les publics. Et un petit chiffre pour finir, 130 000 demandes qui ont été déposées depuis le lancement de ce dispositif. Donc c'est quand même assez significatif, d'autant que seulement 11% d'entre eux nous disent via enquête qu'ils auraient de toute façon acheté un vélo. Donc dans 89% des cas, l'aide a été un effet levier pour aller acheter son vélo. Merci Christian pour ce regard assez intéressant. Alors c'est vrai que, et on le sait tous, il va émerger, comme on l'a eu sur la première séquence tout à l'heure, une réflexion sur l'infrastructure. Il faut savoir que l'infrastructure n'est pas de votre ressort. Vous êtes là pour structurer une offre, générer une offre, mais pas aller faire les pistes cyclables ou notamment les tracés Covid qu'on a vus en long à large. Effectivement. Donc la région Île-de-France finance ces fameuses autoroutes à vélo là, qui sont en train d'être déployées. Alors on les voit beaucoup dans Paris, mais elles sont en train de se déployer également en petite et grande couronne. Donc il y a un budget qui avait été validé l'année dernière aux alentours de 350 millions d'euros pour développer l'infrastructure cyclable. Mais effectivement, on n'est pas gestionnaire de voirie. Donc on n'aménage pas la voirie. Ceux qui aménagent la voirie, c'est les collectivités, donc EPCI ou Ville de Paris. Mais effectivement, le premier frein à la pratique, c'est bien l'infrastructure cyclable. Et on se rend compte que si Véligo Location connaît le succès qu'il rencontre aujourd'hui, c'est aussi parce que les gestionnaires de voirie aménagent de plus en plus la voirie.
Ça, c'est un point important à souligner. C'est un point de corrélation indéniable. Alors, il en est un autre, et c'est pour ça que je vous avais fait cette observation sur la notion du vol et de la sécurisation. Un investissement aussi important, c'est quand même un investissement qu'on aimerait bien garder, surtout si on s'en rend propriétaire. Du coup, voilà qui m'intrigue beaucoup. Guilhem, par exemple, est-ce que vous, les vélos que vos propriétaires acquièrent et vous mettent à disposition sont pucés, sont suivis, sont badgés pour savoir justement le nombre de kilomètres qui a pu être fait par son propre vélo, sous les efforts des autres, et du coup savoir où il va, où il est, et s'il est en bonne garde? Oui, tout à fait. Les vélos sont géolocalisés en temps réel. Donc, en fait, à un certain intervalle de temps en stationnement, ils vont nous envoyer la géolocalisation que nous, on va suivre via ce qu'on appelle un fleet management system. Donc, nous, on suit en temps réel la flotte et on a des alertes en cas de mouvement qui ne nous paraissent pas réguliers. On a aussi un suivi en temps réel lors du trajet, évidemment, pour voir où il va et pour pas qu'il sorte de la zone d'opération. Par exemple, à Grenoble, il y a des communes de la métropole dans lesquelles les vélos n'ont pas le droit d'aller. Et donc, quand il passe cette zone-là, l'utilisateur est prévenu qu'il doit s'arrêter, qu'il doit revenir dans la zone. Donc, ça limite quand même la zone de surveillance. Ensuite, on va aussi avoir des équipements de sécurité sur ce véhicule. On va avoir un accéléromètre, on va avoir en fait dans le moyeu arrière un verrou qui empêche la roue de tourner et qui vraiment rend difficile le vol. On va aussi avoir un poids du véhicule qui va limiter la possibilité de vol puisqu'il fait à peu près 28 kg, donc difficile à déplacer. Et ensuite, nous, on a en fait... C'est un peu paradoxal, ça, pour un vélo, quand même. Non, c'est pas paradoxal, parce qu'en fait, nous, la conception du vélo vise à être le plus robuste possible et le plus durable possible dans le temps. Donc, il faut qu'on ait un vélo qui soit conçu pour résister aux aléas d'une utilisation en libre service et d'un vélo qui reste constamment dans la rue. Et donc, on fait ça sur les trottinettes, on fait ça sur les vélos, et ensuite, on développe autour différents processus de surveillance pour aller récupérer les vélos. Aujourd'hui, sur autant les trottinettes que sur les vélos, on a moins de 1% de vol ou de vandalisme par mois. Donc en fait, c'est un mode de transport qui est entré dans les mœurs et qui, en fait, aujourd'hui est respecté parce qu'il est utile. Quand les vélos sont utilisés, les personnes comprennent pourquoi les vélos sont là et donc du coup les respectent. Et nous, on a en plus la chance d'avoir le modèle participatif unique de Pony, où en fait, à Grenoble, vous allez avoir une communauté de propriétaires qui va surveiller le service, puisque comme ils en sont propriétaires, ils n'ont pas envie que les vélos se fassent vandaliser ou voler. Et donc, en cas de suspicion de vandalisme, il y a toute une communauté qui va porter le service et qui va dire mais ce vélo il appartient à quelqu'un, fais pas n'importe quoi avec. Il y a vraiment cette communauté-là qui porte. Et on parlait de l'usage tout à l'heure, cette communauté elle porte aussi l'usage, puisque si vous achetez un véhicule, vous avez envie qu'il soit utilisé. Donc vous allez dire à vos amis, un effet en fait bouche à oreille, basique, utilise les vélos Pony, tu vas voir c'est génial de se déplacer à deux, ça remplace ta voiture. Et on va atteindre des taux d'usage qui sont bien supérieurs à ce qu'on peut voir sur d'autres systèmes de vélos en libre service ou de trottinettes en libre service, puisqu'en fait vous avez toute une communauté de propriétaires qui évangélise toute la population à ça, et qui va en plus de ça défendre les politiques de mobilité durable, puisqu'en fait elles comprennent encore mieux pourquoi c'est important de faire des pistes cyclables, pourquoi c'est important de sortir de la voiture. Et ça, je pense que pour les pouvoirs publics, cette communauté-là, elle est essentielle si on veut qu'il y ait une acceptation en fait, de ces nouveaux modes de transport, que ce soit en libre service ou que ce soit sur l'infrastructure. Alors, deux questions. Est-ce que le propriétaire a un droit d'usage un peu prioritaire, comme dans les stations, dans les appartements, où il a sa petite semaine réservée? Est-ce qu'il a son usage réservé? Et deuxième question, est-ce que de la poule ou de l'œuf, il faut mieux d'abord les infrastructures pour que Pony soit entre guillemets plus confortable dans son développement, ou il faut d'abord que Pony arrive pour qu'ensuite les infrastructures se développent prestement, parce que sinon on arrive un peu dans le bouchon? Donc le propriétaire, il a effectivement un accès privilégié à toute la flotte. Donc en fait, lui, il ne va pas payer les frais de déverrouillage. Donc si vous êtes propriétaire, vous n'utilisez pas votre vélo au quotidien, mais vous allez utiliser un des vélos de la flotte avec un tarif privilégié. Vous allez donc réduire le prix du trajet. Et ensuite, comme vous êtes réellement propriétaire d'un bien physique, vous pouvez décider à n'importe quel moment de sortir le véhicule de la flotte, de nous demander le chargeur de la batterie et d'utiliser votre vélo de manière personnelle. Donc on l'a plus observé donc à Angers, en fait, qui est notre marché historique, notre siège social, avec les trottinettes, où en fait l'été, les gens récupèrent leurs trottinettes, partent en vacances avec, et quand ils reviennent, les remettent dans la flotte. Donc ils sont vraiment propriétaires du bien physique et c'est le leur, quoi. Donc ils en font ce qu'ils veulent. Pour la question des infrastructures et des services, je pense que c'est complémentaire, mais le service peut aider à faire comprendre la nécessité des infrastructures, puisqu'en fait, premier phénomène, sécurité par le moins nombre. Plus vous avez de vélos dans une ville, plus il y a d'usage, plus les voitures, en fait, les automobilistes s'habituent à la présence de vélos, donc plus ils vont faire attention aux cyclistes. Donc il y a un phénomène de sécurité par le nombre qui est assez documenté et qui, je pense, est intéressant, que ça permet de vite déployer une politique cyclable, de créer des services comme celui-là.
Et ensuite, évidemment, s'il y a l'infrastructure, c'est plus simple d'utilisation. On va toucher d'autres publics, hein. Les publics qui sont non cyclistes et qui peuvent avoir un peu plus peur au milieu de la circulation automobile vont être plus rassurés quand il y a de l'infrastructure, mais les deux sont complémentaires. Et on va créer cette sécurité par le nombre qui va créer qui va réduire le frein à l'usage. Et de manière générale, le fait d'avoir un véhicule accessible, en fait un vélo dans sa poche avec son téléphone mobile, ça permet vraiment à des personnes qui n'ont pas de vélo chez elles ou qui n'ont pas pris de vélo depuis longtemps, à une certaine occasion, elles sortent d'un resto, elles ont besoin de se déplacer rapidement, de se dire « Ah tiens, je vais essayer le vélo et je vais voir si ça me va ». Et donc c'est vraiment ça qu'on cherche à créer avec les vélos en libre-service, notamment les long tail. Cette évangélisation, j'ai bien retenu le terme. Benjamin, la conception même d'un vélo cargo, c'est quand même justement de développer cette capacité de résistance et autres, et en même temps de transporter des biens parfois très précieux. J'ai vu les photos des enfants. Donc ça veut dire que la notion de sécurité, c'est presque quoi, la baseline de la conception et en même temps de la proposition de l'offre. Alors, tout à fait. La notion de sécurité est essentielle, puisque qu'on parle d'une utilisation de manière entre guillemets commerciale. Si quelqu'un transporte du vin ou quelque chose comme ça, il va être très attaché à la sécurité de son cargo. Il ne veut pas le perdre. Et la même chose si on transporte un enfant, 2 enfants ou autre, ou quelqu'un qui transporterait une planche de surf. Donc, il est essentiel que la sécurisation de l'outil ou de la personne transportée vient tout d'abord lorsqu'on conçoit le vélo, quoi. Et alors il y a des détails que certains d'entre vous connaissent peut-être, d'autres non. C'est par exemple la béquille qui a aucun intérêt sur un VTT électrique pour aller en montagne, mais qui est absolument essentiel sur un vélo cargo, parce que si un vélo qui fait au minimum 28 kg comme celui de nos amis de Pony, ou certains qui font 35 comme avec la boîte devant, il faut que le vélo soit capable de rester debout et ne tombe pas sur l'usager qui est prêt à l'utiliser, quoi. Au-delà de la béquille, est-ce que sur une notion d'infrastructure en fait, ou d'usage ordinaire du milieu urbain, un vélo cargo c'est aussi facile, aussi maniable qu'un vélo usuel ou pas forcément? Alors, une des beautés du segment du cargo, c'est que finalement, en fait, il y a beaucoup de familles et de sous-familles. On a vu les triporteurs, les biporteurs, le cargo devant, derrière. Et en fait, ils ont tous un petit peu leur présence en milieu urbain. Et alors, je me rappelle avoir une conversation avec quelqu'un du réseau cyclable il y a quelques années, où souvent les clients veulent ou demandent, et on le voit dans la présentation de Christian, c'est qu'il y a une demande d'abord pour la caisse ou le tricycle, qui sont des vélos qui sont adaptés dans les pays plats, ou les pays du Nord, ou dans des villes cyclables comme Strasbourg ou Nantes, et qui sont beaucoup moins adaptés dans des villes comme Toulouse, ou Marseille, ou Montpellier, parce que finalement, en fait, les infrastructures routières ne sont pas aussi bien développées, il n'y a pas autant de pistes cyclables, il y a beaucoup plus de circulation, les gens se stationnent sur le trottoir, sont un petit peu moins respectueux de l'infrastructure et des règles. Donc, en fait, il y a ces sous-familles qui répondent aux besoins un petit peu particuliers des infrastructures, ou qui sont en corrélation avec les infrastructures d'une ville. On rejoint un peu la notion de territorialisation qu'on avait vue sur la première table ronde. Juste, si vous voulez essayer le long tail, c'est exactement la même sensation qu'avec un vélo classique. On en a 3 juste devant le centre. Et donc, à 12h30, on vous invite à venir les essayer pour justement voir la sensation de conduite et voir qu'en fait, un vélo rallongé se conduit exactement de la même manière qu'un vélo classique. Vous sentez un peu le poids, mais si vous savez faire du vélo VAE classique, vous pouvez le faire. Donc, on en a 3 en bas qui vous attendent tout à l'heure. Super, on va l'essayer. Céline, vous fabriquez des cyclistes. Pour fabriquer des cyclistes, il faut, avant qu'ils ne viennent chez vous, peut-être les sensibiliser. Et je me souviens que vous m'avez partagé votre impression de l'éducation. Il faut éduquer. Vous avez le sentiment aujourd'hui que déjà d'une, ça progresse, mais qu'il y a encore du chemin à faire sur l'éducation justement du français à la pratique du vélo. Oui, justement, ça fait partie aussi d'un des axes du plan vélo qui a été initié en 2018. Il y a l'éducation par la formation, par l'apprentissage. Et puis aussi, il y a l'éducation par, on va dire, les compléments d'accessorisation aussi du vélo. Rouler au quotidien, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça s'apprend, il faut trouver le bon trajet. Aussi être équipé des bons accessoires. Et finalement, ce n'est pas du jour au lendemain. Donc, toute cette éducation à la fois, je dirais, le savoir rouler, mais aussi le savoir s'équiper, ça fait partie, je dirais, des incentives pour lever le frein. Et c'est notre rôle en tant que vélociste aussi
d'accompagner les pratiquants du quotidien pour bien s'équiper. Et d'ailleurs, dans les équipements, on a parlé tout à l'heure du vol. Dans nos ventes, en fait, le top one de nos ventes, c'est vraiment l'antivol. Alors c'est vrai que chez Pony, vous avez des systèmes, et c'est intéressant de voir ce que vous avez développé, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand même, un des plus gros freins à la pratique du vélo, c'est la peur du vol. Et du coup, comment je vais sécuriser mon vélo quand il ne roule pas la nuit. Et donc, qui dit peur du vol dit sécurisation via un antivol, mais aussi via des infrastructures pour le stationnement. Et aujourd'hui, et on a beaucoup parlé des infrastructures cyclables, et ça se développe et c'est super pour la promotion du vélo, mais ce qui manque énormément aujourd'hui, c'est vraiment le stationnement et du coup la sécurisation des vélos pour les particuliers. Donc il y a eu des incitations, et Jérôme Valentin en a parlé en début d'année, pour lever encore un frein au vol, c'est le fait d'obliger au marquage des vélos. Donc maintenant, il n'y a pas un vélo qui sort de nos magasins et qui ne soit pas gravé. J'ai fait le point tout à l'heure. Cette année, on a gravé plus de 10 000 vélos qui sortaient de nos magasins. Donc c'est quand même un réflexe qui commence à être un frein qui est levé. Mais ceci dit, le vol reste possible, même si le vélo est gravé. Et on sait que dans 90% des cas, quand il y a vol de vélo, c'est parce que le vélo est mal attaché, donc mal sécurisé, soit parce qu'il n'y a pas d'emplacement pour le parquer, soit qu'il n'y a pas un bon antivol, ou même quand il y a un bon antivol, il est mal mis. Donc l'éducation, elle passe, je dirais, par aussi toute cette éducation à bien sécuriser son vélo, bien l'attacher, en utilisant, je l'espère, de plus en plus toutes les infrastructures que les collectivités mettront en place. Parce que effectivement, c'est le gros enjeu du moment pour lever les freins à la pratique. Le mot accessoire que vous avez prononcé est intéressant parce qu'effectivement, on a vu de très jolies images. Souvent, on a un très joli parcours, on avait des alpages, enfin bref, il fait beau. Les oiseaux chantent, c'est super contexte. Maintenant, moi je suis à Paris, on est le 24 décembre, il neige. J'ai mon colis à emmener avec le gâteau de Noël et la bûche, et j'ai mon vélo. Aujourd'hui, c'est possible, je peux sillonner quand même dans des conditions qui ne sont pas forcément toujours très folichonnes et très idéalisées avec un vélo. C'est même ce qu'il y a de plus plaisant, en fait, de rouler quand il pleut en plein hiver. Alors, si c'est possible de revenir quand il pleut... Surtout que maintenant, les pistes cyclables, et c'est surtout à Paris, c'est impressionnant, comme il y a des embouteillages vélos, clairement, quand il pleut, il y a moins de monde. Donc, c'est l'occasion de prendre son vélo plutôt que de faire, comme beaucoup de fonds d'automobilistes, de prendre sa voiture. Mais effectivement, ça s'apprend et c'est important d'être bien équipé. Donc, il y a notre partenaire SPAD fournit des super ponchos, mais il y a aussi beaucoup d'autres accessoires pour bien s'équiper. Et effectivement, je crois que rouler par tous les temps, ça s'apprend. Et effectivement, le vélo électrique est quand même un autre levier plus facile pour y aller. Parfois, quand il y a quand on sait qu'on va filer un peu plus vite entre les gouttes, ça permet de déclencher. Mais il faut savoir finalement qu'on est quand même très peu mouillé à vélo. Même dans les pays, on sait que dans les pays nordiques, c'est là où il y a la pratique la plus forte. Et il y a beaucoup de fournisseurs d'accessoires de bagagerie, par exemple, qui ont déjà depuis de nombreuses années des sacs très étanches, donc qui permettent de sécuriser son ordinateur, son sac, etc. Nous, particulièrement, on a des couvertures de protection de pluie qui permettent de couvrir la partie cargo, de couvrir les enfants ou l'élément. Donc c'est quand même un élément qui est pris en compte par les fabricants, que ce soit de vélos ou les fabricants d'accessoires. Alors, on voyait tout à l'heure, Christian nous présenter des études statistiques. Alors, sur l'Île-de-France, mais ce n'est pas inintéressant, 52% des hommes qui se présentent comme abonnés, ils ont entre 25 et 34 ans. Que font les femmes ? Est-ce que, Céline, on manque de vélos qui soient peut-être morphologiquement
plus adapté à ces dames qu'à ces messieurs? Est-ce qu'il y a un réel besoin de dire non, ce vélo c'est pour vous, madame, celui-là ce sera plutôt pour vous, monsieur? Question qui tue? Non? Je la demande à une dame, ça me paraît cohérent. Non, c'est pas du tout une question qui tue. Moi, j'aime bien faire référence à une étude de l'ADEME qui était parue l'année dernière et le title, c'était l'avenir du vélo appartient aux femmes. Donc, c'est pas du tout une question qui tue, mesdames. Vous qui êtes dans la salle, je pense qu'on a toutes à contribuer très activement à l'avenir du vélo et à donner l'exemple. Juste un chiffre que je m'étais noté, c'est que dans une ville comme Strasbourg, où il y a une part modale qui est très très forte de plus de 10%, il y a 50% des pratiquants qui sont des femmes. À l'inverse, et donc sur Saint-Étienne, où la part modale est très faible, et là, dans une ville historique d'ailleurs, c'est une ville où la part modale est inférieure à 1%, et bien la pratique des femmes est de à peine 15%. Donc ça veut dire que les femmes, elles vont souvent rouler dans un climat cycliste apaisé, et en même temps, une fois que le cercle vertueux est engagé, elles montrent l'exemple. Elles accompagnent aussi beaucoup l'éducation des enfants, et c'est tant mieux s'il y a beaucoup de papas qui roulent en biporteur sur Paris avec des Véligos, mais je crois que c'est vraiment dans notre rôle aussi de femmes de contribuer à inciter une pratique apaisée et de transmettre ce plaisir que c'est de rouler à vélo. Et quand il y a cette notion de plaisir, derrière, il y a tout qui s'enclenche pour faire en sorte que, je dirais, le cercle vertueux de l'écosystème vélo s'engage. La dimension homme-femme, vous qui produisez du service, justement. Alors, ce qui est assez intéressant dans les chiffres, c'est que nous, notre clientèle est 50%. Par contre, ce sont souvent des achats de couples. Donc le fait que ce soit un homme qui ait acheté le vélo, qui est payé pour le vélo, qui ait fait l'achat, n'est pas foncièrement une réflexion de l'utilisation. Madame pourra autant l'utiliser. Souvent, madame, en fait, nos produits sont souvent utilisés un peu comme une deuxième voiture ou un deuxième véhicule de la famille. Et c'est pas parce que l'homme, une nouvelle fois, l'a acheté, que c'est lui qui va l'utiliser le plus souvent. Par contre, est-ce qu'il y a une réflexion morphologique quand vous concevez vos vélos? Je pense qu'une chose qu'on voit peut-être dans les chiffres que présentait Christian sur la partie cargo où il y a 57% d'hommes, c'est qu'en fait, les vélos avec 3 roues ou 2 roues à l'avant sont quand même beaucoup plus imposants, beaucoup plus gros. Et nous, on le voit, c'est que finalement, les femmes ont quand même plus de mal avec ces outils puisqu'ils sont beaucoup plus lourds et beaucoup plus volumineux. D'où la popularité des vélos long tail. D'accord. Même constat? Oui, nous c'est vrai que lors de la conception des véhicules, on essaie de le faire les plus universels possible. Donc il y a la volonté de faire des cadres qui correspondent à toutes les morphologies. Essayer d'avoir une position de conduite. On réfléchit à ces enjeux-là. C'est sûr qu'on veut le vélo le plus universel, que tout le monde puisse l'utiliser. Et effectivement, le long tail est relativement léger comparé à un biporteur, donne une sensation de conduite qui est assez simple. Et par exemple, sur notre long tail, on a aussi les petits accélérateurs, vous savez, qui vous permettent d'aller jusqu'à 6 km/h au feu rouge. Notamment, c'est aussi pour les hommes et les femmes un enjeu d'accessibilité, de pouvoir, quand on transporte quelqu'un, au démarrage, d'avoir une assistance en fait, pour se lancer. Pour booster booster un peu, parce que c'est au moment en fait, où on démarre qu'on dépense le plus d'énergie et où il faut le plus forcer. Et donc, c'est ces types d'accessoires qui permettent d'avoir le vélo le plus universel possible. Et nous, on y pense au moment de la conception, évidemment. Alors, un frein qu'on n'a pas tout à fait abordé, mais on vient de l'effleurer justement sur la notion de modalité, c'est l'intermodalité. Forcément, Christian, je vais me retourner vers vous. Avec des bestiaux aussi robustes que ceux qu'on vient de nous présenter entre 23 et 35 kilos, je parle des vélos, je ne parle pas de vous, mais quoique. Comment on fait pour utiliser, covoiturer, alors covoiturer non, mais en tout cas utiliser le TER, le train, le métro et tout ça, mon vélo cargo, poussez-vous. Voilà. Aujourd'hui, est-ce qu'on est outillés dans nos villes pour dire mais bien sûr, vous avez votre place de partout, accrochez-vous derrière le bus, faites ceci, faites cela? Oui, alors peut-être déjà un premier propos sur l'intermodalité. Il y a eu une étude l'année dernière qui a été sortie côté ADEME. On avait fait aussi le même travail à Île-de-France Mobilité. En fait, on se rend compte que si on veut décarboner la mobilité,
il ne faut pas uniquement envisager le mode vélo tout seul dans son coin en ville. Et en fait, on se rend compte que la solution train plus vélo, c'est ça qui va permettre de vraiment avoir un impact fort sur nos pratiques de mobilité en ville pour décarboner les transports. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la solution train plus vélo permet de générer du report modal depuis la voiture sur des trajets longs. Des trajets qui font 20, 25, 30 km et donc qui sont les plus émetteurs de carbone aujourd'hui dans notre mobilité. Donc ça, c'est le premier point. Donc c'est vraiment un enjeu fort de développer l'intermodalité avec le vélo. Et aujourd'hui, c'est vrai que les espaces de stationnement qui sont déployés aux abords des gares n'incluent clairement pas d'espace dédié pour le stationnement vélo. Alors, la solution n'est pas d'inciter, notamment sur le RER et le Transilien, l'embarquement des cargos au sein des rames, puisqu'en fait, déjà, les usagers ont un peu de mal à monter tout seuls avec leur sac. Donc, si en plus, il fallait embarquer un cargo, ça serait compliqué. Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on a mis en place depuis février 2020, c'est que dans la nouvelle politique de déploiement d'offres de stationnement vélo, c'est qu'on crée systématiquement 5 à 10% des emplacements créés sont dédiés pour du vélo cargo. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir des accroches différentes, vous allez avoir des marquages différents au sol pour pouvoir venir stationner votre vélo cargo en gare. Voilà. Sur l'intermodalité, nous, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a 40% des trajets en fait, qui sont faits de manière intermodale. Donc sur un trajet en vélo en libre-service ou en trottinette en libre-service, vous allez avoir 40% des trajets qui vont être faits à un moment donné du trajet avec un autre mode. Donc ça se produit déjà. Il y a des outils, le MAS aide déjà à ça. Donc par exemple sur la complémentarité train plus vélo en libre-service, vous avez des applications qui vous permettent de prévoir tout votre trajet avec les deux modes. Et ensuite, pour rebondir aussi sur l'idée du train plus vélo, sur les longs trajets, nous on est aussi assez convaincus que en fait, la limite des 25 km/h, elle est valable dans les environnements très denses. Mais en revanche, le jour où on aura des réseaux express vélo ou ce genre de choses, peut-être qu'il faudra envisager à passer sur des speedelecs et en fait aller à 45 km/h. C'est ce qu'a fait la ville de Copenhague où en fait, effectivement, ils ont des grandes autoroutes et où les gens ont des speedelecs et en fait, du coup, vous pouvez aller beaucoup plus loin dans les zones périurbaines, dans les zones rurales. Et aujourd'hui, avec des technologies comme nous, le geofencing, on est capable de limiter la vitesse maximale du vélo en fonction de la géolocalisation. Donc on pourrait très bien imaginer dans le futur des systèmes où dès que vous sortez de la ville, la limite de votre vélo c'est 45 et dès que vous rentrez dans la ville, c'est de nouveau 25. Donc il y a aussi cette complémentarité-là à penser en plus de l'intermodalité. Je vois que Benjamin dit oui, parce qu'en Californie, on va bien plus vite que 25 km/h, je crois, c'est ça ? Non, je dis pas oui, mais... Ce serait pas mal. En fait, en Amérique du Nord, on a la limitation, ça dépend des États, mais est de 32 km/h. Et ça fait une grosse différence pour un usage en vélo urbain ou périurbain, parce qu'en fait, c'est légèrement au-dessus de la vitesse naturelle, quoi. Alors qu'à 25 km/h, c'est un petit peu en dessous de la vitesse qu'un utilisateur peut pédaler le vélo. Donc bien évidemment, c'est un énorme problème, puisque, comme le disait Monsieur Valentin, ici présent, la partie réglementation et être capable de garder le vélo, de ne pas avoir la réglementation qui change sur les VAE est essentielle. Et de manière générale, l'industrie ne veut pas trop parler de ce sujet parce qu'en fait, ça pourrait nous exposer à un changement de classification. C'est sûr que la majorité des acteurs qui utilisent ou des clients ou des consommateurs qui utilisent un vélo électrique autour de la ville savent bien que 25 km/h, c'est un petit peu réduit. Mais je pense que la grosse problématique là-dedans, c'est l'histoire du changement potentiel de classification. Et si on dépassait 25, on pourrait prendre le risque de rentrer dans la famille dont on parlait tout à l'heure. Et en même temps, ça rendrait service à ceux qui l'utilisent. Oui, donc en fait, voilà, on n'a pas tout à fait encore la bonne solution. Mais on chemine. Juste pour revenir sur la notion d'intermodalité, là, on parle de train plus vélo, mais celle ou celui qui adhère parce qu'il est passé chez Cyclable et s'est dit mais moi sans vélo je ne peux plus vivre, et qui veut aller au train, qui veut faire vélo, train, vélo, il peut donc s'il peut plus emmener ou son cargo, ça veut dire quoi? Il faudrait démultiplier en fait aux deux ailes de gare d'arrivée et de départ une solution cyclable.
Alors, on parlait de Copenhague tout à l'heure, c'est un exemple intéressant, je trouve, sur la notion de train plus vélo de bout en bout, donc vélo, train plus vélo. Et effectivement, c'est souvent, y compris en Île-de-France, quand on a une offre de transport en commun relativement attractive par rapport à tout ce qui peut exister sur d'autres réseaux urbains, on se rend compte qu'en termes de temps de parcours, c'est une solution ultra efficace, la solution vélo, train plus vélo. Et aujourd'hui, on a déjà un abonné sur 3 à une consigne de stationnement vélo qui sont existantes, qui ont un deuxième vélo. En fait, la personne qui est abonnée à 2 consignes et elle a 2 vélos. Ça peut être 2 vélos personnels, ça peut être un vélo personnel plus un vélo de location, type Véligo location, ça peut être un vélo personnel ou un déplacement terminal en free floating, etc. Donc on se rend compte que la solution, elle n'est pas forcément l'emport, du moins sur le trajet du quotidien, mais elle est plutôt de se dire développons soit l'acquisition d'un second vélo, soit l'utilisation d'un second vélo qui soit plus un vélo de location, un vélo en libre service. On a fait un petit calcul d'essayer de se dire si demain on embarquait avec la part modale qu'on connaît aujourd'hui en Île-de-France, donc qui est relativement faible par rapport à ce qu'on peut voir à Copenhague, etc. S'il fallait embarquer tous les vélos dans les trains aujourd'hui, en fait, il fallait rajouter une rame à un train sur 2. Et donc en fait ça veut dire que déjà il n'y a pas la place sur les quais aujourd'hui, donc c'est des milliards d'euros d'investissement pour agrandir les quais des 475 gares d'Île-de-France. Ça sera à peu près les mêmes débats qu'on pourrait avoir à Grenoble ou à Lyon, etc. Donc vraiment la solution vélo, train plus vélo avec un second vélo, ou alors l'emport via le vélo pliant. Et c'est vrai qu'on s'en rend compte dans les subventions que l'on donne aujourd'hui. Quand on pose la question de pourquoi vous avez acheté un vélo pliant, la première raison, c'est la contrainte de stationnement à domicile. Et la seconde raison, c'est je souhaite embarquer mon vélo dans le train. Et donc du coup, là, c'est une solution qui permet l'emport relativement facilement. Alors, on vient d'évoquer là des services qui sont essentiellement orientés vers les particuliers, mais existe aussi le marché des entreprises. Céline, est-ce que vous avez, vous, dans votre portefeuille, des entreprises qui viennent vous voir pour vous dire, moi, mon plan déplacement, j'enlève les voitures, je vais mettre tout le monde à vélo, puisque avec vos accessoires, ils sont abrités, il n'y a pas de problème, ils peuvent prendre un vélo cargo s'ils ont de la charge, etc., etc. Alors, de passer du tout au tout, je pense que ça n'existe pas encore. Par contre, clairement, il y a des enjeux qui sont forts pour les entreprises et les leviers pour justement les plans de déplacement mobilité qui sont des actes réglementaires pour les entreprises. Elles sont très souvent orientées vers des politiques vélo. Et depuis mai 2020, avec notamment aussi le renfort des aides de l'État, pour accompagner les entreprises qui équipent leurs salariés, elles font que effectivement les demandes explosent. Nous, on a une filiale qui s'appelle Cyclable Entreprise, qui est vraiment dédiée à répondre à tous les marchés B2B. Et on enregistre 40% de croissance de notre chiffre d'affaires l'année dernière, et on est sur une tendance similaire cette année. On n'a pas du tout de prospection commerciale, on répond beaucoup à des demandes entrantes. Donc clairement, les entreprises ont leur rôle à jouer pour lever les freins à la pratique, ça c'est sûr. Et en même temps, il y a aussi beaucoup d'accompagnement qu'on fait nous au quotidien avec les responsables. Alors parfois c'est les responsables ressources humaines, les responsables RSE, enfin les interlocuteurs dans les entreprises sont encore pas très très clairs, mais par contre il y a encore beaucoup de peur en fait dans les entreprises de mettre les salariés à la pratique parce qu'il y a les risques du trajet et donc on revient en fait à ce qu'on disait en début de table ronde, c'est que quelque part tant qu'on n'aura pas sécurisé les voies, tant qu'on n'aura pas levé tous ces freins à la pratique, du coup encore un acteur de la chaîne il reste à convaincre. Mais en tout cas il y a beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui s'activent beaucoup sur ces sujets-là et surtout depuis mai 2020 avec toutes les aides qui sont favorables. Juste, ça fait la transition parce que quelque part, dans les entreprises, le fait qu'il y ait des plans très forts, ça fait qu'il y a beaucoup de communication aussi autour de ces sujets-là. Et je pense qu'il y a un frein qu'on n'a pas assez mentionné là aujourd'hui autour de la table.
qui est un frein et à la fois un levier, c'est que je pense qu'il y a vraiment une action très très forte à faire autour de la communication qu'on fait autour de la pratique urbaine du vélo. Et on l'a vu en mai 2020, l'effet waouh que ça a fait quand tout d'un coup la presse s'est emparée du sujet vélo du jour au lendemain, parce que la solution vélo, c'était le remède post-Covid. Il y a eu aussi multiplié à cet effet l'aide pour la réparation avec le coup de pouce vélo. Et pendant un mois, la presse n'a pas arrêté de s'emparer de ce sujet. C'était quelque chose qu'on n'avait jamais vu en fait chez Cyclable. On se disait mais c'est dingue, ça fait 15 ans que nous on se bat pour mettre les gens en selle au quotidien. Et là, tout d'un coup, c'était juste génial de voir devant nos magasins des files d'attente de 2 heures. Alors c'était dur de les servir, mais n'empêche que tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'est transformé. Et c'est aussi grâce à la communication qui a été faite autour de ce sujet-là. Et ce que je trouve très regrettable, et s'il y a des journalistes dans la salle, je m'adresse à vous, parce que on a vécu une année 2021 compliquée en termes d'appro de vélo, c'est sûr. Par contre, il y a une offre qui est disponible chez tous les vélocistes. Parfois, il faut attendre. Nous, on commande nos vélos pour 2024 en ce moment. Donc, un client de demain qui se professionnalise dans l'usage qu'il va faire de son véhicule, vélo, eh bien, il faut qu'il anticipe aussi. Et en fait, c'est pas il n'y a pas de vélo, c'est juste qu'il faut changer, transformer en fait la façon dont on consomme le vélo. Et je pense que c'est important que la presse s'empare de ce sujet de façon positive, justement pour éviter un effet de soufflet qui risque de se produire demain si on continue de parler de façon très négative, on va dire, cette rupture des appros. Et donc j'espère que la mission parlementaire là, qui est entamée par le gouvernement avec... Guillaume, alors Gouffier-Chat, j'arrive jamais à prononcer son nom, permettra de redynamiser au niveau de la presse et de la communication un effet bénéfique et positif pour le vélo. Alors juste un dernier mot sur l'entreprise, après j'aimerais peut-être bien vous entendre si vous avez des observations aussi sur justement le tissu de l'entreprise. Guilhem, pour l'instant c'est un modèle exclusivement particulier ou vous réfléchissez à aller sonner aux portes des entreprises pour dire vous pourriez aussi faire pareil? Non, on a une offre B2B qui existe, hein. Elle est notamment poussée à Grenoble par le réseau M-Pro, donc, qui est fait par la métropole. Donc la métropole de Grenoble coordonne en fait plusieurs prestataires, coordonne tous les référents plans de mobilité entreprise, nous met en relation avec, et si certains sont intéressés, on peut leur mettre des vélos à disposition. On les sensibilise aussi au forfait mobilité durable, puisqu'en fait chaque entreprise peut volontairement mettre en place le forfait mobilité durable, donc en fait payer les trajets de ses employés avec les véhicules Pony. Donc ça c'est quelque chose qui existe et on le met en place. Aujourd'hui, ce qu'on sent, c'est une volonté des entreprises de transformer la mobilité des employés, mais pas forcément de le financer, ce qui est normal. Le forfait mobilité durable est facultatif et pas obligatoire, et ça c'est réglementaire. Donc c'est aussi après une question de politique publique. Qu'est-ce qu'on oblige aux employeurs qui financent déjà beaucoup les transports via le versement transport? Donc on peut aussi comprendre que c'est compliqué. Nous, l'offre B2B, aujourd'hui, il y a l'ADEME qui est cliente, donc à Angers, donc au siège social de l'ADEME qui est éloigné du centre-ville. On va déposer des vélos et les employés de l'ADEME ont accès gratuitement aux vélos puisque l'ADEME paye par avance un certain nombre de minutes et un certain nombre de déblocages. Donc l'offre existe. Il y a un côté vitrine qui n'est pas inintéressant. Au niveau de l'entreprise Yuba, le marché de l'entreprise aujourd'hui, ce dernier kilomètre, justement, il se déploie, les entreprises se saisissent de cette opportunité. Alors, on a vu historiquement beaucoup d'artisans, il y a une dizaine d'années, qui prenaient un vélo pour leur entreprise. On voit des demandes que nous, on traite généralement avec un partenaire comme Cyclable, puisque eux, ils sont en relation avec les grands groupes. La clé, il y a pas mal de problèmes techniques un petit peu derrière, c'est le leasing, la sécurité des vélos, etc. Donc, c'est une problématique que nous, on ne gère pas directement. Et puis, je ne résiste pas à faire le lien avec notre première table ronde. Est-ce qu'aujourd'hui, un cargo, c'est aussi exploitable en milieu urbain que ce ne pourrait l'être en milieu montagnard pour desservir les rues des stations de sport d'hiver éventuellement, en évitant des trajets, des voitures
Alors, ce qui est assez fascinant avec notre industrie, notre milieu, là, c'est que finalement, le futur, c'est le présent. Hein. Tout le monde parle toujours du futur. Qu'est-ce que ça va être le futur ? Le futur, c'est là. C'est le vélo. C'est le vélo électrique. Il n'y a pas d'autre véhicule qui soit aussi léger, aussi peu cher, aussi respectueux de l'environnement que cette solution. On ne trouvera rien d'autre. Et donc, au cours des 20 dernières années, on a vu d'énormes progrès dans les villes françaises, dans la plupart, pour le développement d'infrastructures, qui ensuite génèrent des vélos en libre-service et tout ça, des marques comme nous, des magasins. Le gros challenge, pour moi, ce que je vois, hein, c'est comment connecter les zones rurales. C'est-à-dire qu'on a un réseau de 36 000 communes en France, avec des routes qui sont extraordinaires dans tout le pays. Et finalement, on voit que les gens, il y a un énorme frein à la pratique, au déplacement en vélo électrique, ou à vélo tout court, parce qu'il n'y a pas d'infrastructure. Et je pense que ça, c'est l'énorme challenge. Il y avait quelqu'un de d'Isère tout à l'heure. Donc, c'est très beau le VTT électrique en milieu de montagne, l'activité sportive, c'est très bien. Mais je pense qu'il y a un énorme potentiel pour que les gens se déplacent plus à vélo, de manière quotidienne. On voit les infrastructures qu'ils ont en Suisse, en Autriche et en Allemagne, où c'est très facile de se déplacer de village à village, de ville en ville, en toute sécurité. Et donc ça, pour le territoire national, pour la France, je pense que c'est le gros enjeu des 10-15 prochaines années, pour que les politiques publiques se saisissent de ça, pour que les gens soient capables de se déplacer de manière sûre et sécurisée entre différentes communes, villages, en vélo électrique à la place de se déplacer en voiture. D'accord. Alors, on n'a pas parlé effectivement d'une notion d'infrastructure électrique, c'est parce qu'on en parlera cet après-midi, hein, sur la notion de disponibilité aussi de la force électrique, parce que le VAE, à un moment, il faut le recharger, hein, même s'il fait 60 km d'autonomie, hein, j'ai bien noté. Alors, peut-être avez-vous des questions à l'adresse de nos invités, ou des observations, des expériences à partager, puisqu'un micro est à votre disposition. Si c'est l'heure du bien, là, vous comment. Oui. Je vais juste vous laisser prendre un micro. Alors, je crois qu'il y en a un qui est dans la salle. Il doit y être encore, là, je crois. Ça pour des raisons en fait pratico-pratiques liées à l'enregistrement de la séquence, pour qu'on puisse vous entendre. Oui, bonjour. Merci pour cet exposé très intéressant. Pour faire un peu le lien entre la pratique... Juste vous présenter si vous êtes d'accord. Bruno Guittard, le cofondateur d'Oclo. On a un vélo de démonstration exposé dans le hall. Merci. La question, c'est plutôt à titre personnel, pour faire le lien un peu entre la pratique urbaine du vélo et le vélo, la pratique loisir, et notamment par rapport à l'intermodalité. C'est clairement hyper important de bien travailler l'intermodalité pour les trajets du quotidien, mais aussi à l'échelle de la France, quand on se déplace, que ce soit pour des déplacements professionnels ou des vacances, ou même pour organiser des vacances de cyclotourisme. Aujourd'hui, transporter son vélo de voyage, alors je ne parle pas forcément de vélo cargo, mais transporter son vélo dans un train, à partir du moment où ce n'est pas un vélo pliant, c'est très compliqué. La SNCF ne propose pas du tout d'offre de déplacement à vélo. Je sais qu'il y a 3 ans, j'étais allé de Paris à Londres en utilisant l'Eurostar avec mon vélo. Là, il y a une offre très claire, transport du vélo dans le train. Le vélo, on le dépose dans une sorte de bagage. Il arrive avant nous à destination, on le récupère, c'est parfait. À l'échelle de la France, c'est quasi impossible. Il y a la case à cocher sur le site internet de la SNCF, mais on ne nous propose jamais de train, en fait. Je voulais savoir si les choses allaient se développer dans ce sens-là, ou si ça restait un peu un sujet secondaire. Alors là, nous sommes sur des sphères de discussion. Peut-être que Jérôme en saura davantage au niveau de la... Y a-t-il quelqu'un de la SNCF ? Question piège. Y a-t-il dans la salle quelqu'un qui pourrait mais au moins je vais juste parler du coup par rapport à l'exemple d'un projet francilien. Oui. Je ne vais pas répondre à la place de SNCF au niveau France. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de la SNCF dans la salle. Lève le doigt là-bas. Ok. Ah ok. Ah ben, merci. Ah oui, vélo au territoire. En tout cas, sur la partie francilienne, pour donner un exemple, c'est vrai que lorsque je faisais la réponse tout à l'heure sur le trajet vélo, train plus vélo, j'ai quand même oublié de préciser un point, c'est que là, j'ai été dans une approche urbaine francilienne, donc sur du déplacement utilitaire. Et évidemment qu'il y a le sujet du déplacement loisir, et Agathe, je te laisserai répondre sur ce sujet. Mais pour prendre l'exemple de projet qu'on est en train de travailler avec la ville de Paris sur le développement de l'intermodalité, sur les grandes gares nationales.
Donc typiquement le projet de Gare du Nord, le projet de Gare de Lyon, etc. Donc là, on a les deux usages en fait. On va avoir l'usage local, francilien, urbain, où du coup il y a cette question du stationnement vélo capacitaire à déployer. C'est vrai qu'alors ça existe à la gare de Grenoble avec les 2000 places de stationnement qui existent. Ça existe aussi à l'étranger avec des consignes de 10, 15, 20 000 places dans le cas du Streicht notamment. Donc il faut qu'en France, on arrive à développer des consignes méga capacitaires comme ça. Ça, c'est un enjeu fort. Et après, on essaie de réfléchir aussi dans le cadre de ces travaux à tout ce qui est acheminement sur du déplacement longue distance pour du voyage à vélo, comme ça a été évoqué dans la question. Et donc là, Île-de-France Mobilité, Ville de Paris et avec SNCF localement transilien, on essaie de travailler sur la question des cheminements, des parcours vélo, de la continuité entre la voirie, l'espace public, l'extérieur, les abords de la gare et puis les quais à travers le bâtiment voyageur. Et après, sur la question de l'emport du vélo par SNCF, ça pour le coup, je préfère ne pas répondre à la place de SNCF de Vélo Territoire. Oui, je ne réponds pas pour la SNCF. Agathe Dodiban de Vélo et Territoire. Effectivement, Vélo et Territoire a publié une étude récemment sur l'intermodalité vélo et transport terrestre qui a été du coup dévoilée au mois de septembre. Et du coup, il y a pas mal d'éléments là-dedans. On est dans un contexte très bouillonnant. Il y a beaucoup de choses à faire, énormément de marge de progression sur l'articulation entre le vélo et les autres modes de transport, à la fois pour le quotidien, à la fois pour les problématiques touristiques. Et c'est vrai que la façon d'y répondre n'est pas la même. Donc je rejoins complètement Christian sur la nécessité d'améliorer les capacités de stationnement sécurisées aux abords des gares, l'amélioration des liaisons vers les gares, l'amélioration aussi de l'accessibilité de la gare elle-même avec des goulottes aussi, comment on fait pour accéder au quai sans trop de difficultés avec un vélo. Ça, c'est pour la partie utilitaire. Et pour la partie touristique, effectivement, on est davantage sur des problématiques d'embarquement. Il existe un service de transport de bagages à domicile, je ne sais plus comment il s'appelle exactement, proposé par la SNCF. Donc c'est bien un service qui existe. Et il y a des possibilités d'embarquement qui sont très complexes à lire. Je vous invite à regarder par exemple le site de France Vélo Tourisme qui décrit le parcours client et on voit que c'est complètement ubuesque parce que les modalités d'embarquement sont très différentes entre des TGV qui sont à un seul wagon. Quand on est sur des duplex, il n'y a plus aucune place de capacité d'embarquement. Pour les intercités, parfois il faut réserver, parfois il ne faudrait pas réserver. Et aujourd'hui, on a aussi les régions, des acteurs quand même de premier rang sur la mobilité ferroviaire qui se positionnent pour améliorer les capacités d'embarquement dans les TER. Et là, région par région, on n'a pas les mêmes modalités. Donc c'est très complexe, c'est un sujet que nous, on suit à Vélo et Territoire. On a tenu nos rencontres, la conférence nationale du tourisme à vélo et les rencontres Vélo et Territoire il y a 2 semaines avec plusieurs sujets sur cette thématique. Et je rejoins complètement les propos qui ont été tenus sur l'enjeu aussi de développer le vélo en territoire rural, en territoire peu dense. C'est vrai que c'est un enjeu majeur qui a été démontré aussi, qui a été mis en avant dans l'étude de l'ADEME, DGE et FFC, produite en 2020. C'est un enjeu considérable de développer la mobilité à vélo dans tous les territoires. Nous, c'est un axe de travail aussi qui est très important. Le VAE est une solution et en même temps, vigilance par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, le fait d'augmenter la limite entre VAE et Speedelec. Il faut aussi savoir que quand on se déplace à vélo en territoire peu dense, notamment sur des voies vertes, on peut être sur des infrastructures qui sont partagées avec des piétons aussi. Donc les questions de vitesse, elles sont importantes. Je pense que c'est vraiment important de pouvoir favoriser la cohabitation des usages qui passe aussi par un apaisement des vitesses. Et au-delà de la femme, effectivement, porte-parole peut-être d'un développement du vélo futur, il y a aussi les seniors qu'on n'a pas forcément beaucoup abordé aujourd'hui. Là. Et effectivement, le développement du vélo, c'est aussi à travailler vis-à-vis du public senior et des enfants. On a remarqué une baisse de la pratique entre 2010 et 2020, entre les 2 études produites par l'ADEME, DGE et FFC. Et du coup, il y a des marges de progression là-dessus. En même temps, le VAE, ce n'est pas une réponse à tout pour la mobilité des seniors. Il faut aussi prendre en compte le fait qu'un vélo, un VAE, c'est un vélo plus lourd. C'est un vélo aussi qui permet d'avoir des vitesses plus importantes. Et du coup, il faut vraiment réfléchir à l'accompagnement de la pratique. Voilà, vraiment pouvoir sensibiliser par rapport à ça pour une sécurité de tous les usagers. Béquille, nous disait tout à l'heure Benjamin, pour imaginer des roulettes pour la pratique senior. Hein éventuellement, pourquoi pas. Il y a des tricycles qui existent. Les vélos adaptés mentionnés par Christian sont importants. Mais on pourra en reparler effectivement cet après-midi sur cette thématique. Merci à toutes et tous. Merci bien. On a mangé quelques petites minutes. On doit finir à 30, il est 36, mais en parlant de manger, ça tombe bien puisque c'est l'heure. On poursuit cet après-midi avec un temps d'échange justement sur la notion de recyclabilité du dispositif cyclable. Je suis arrivé à la placer, celle-ci. Et puis ensuite, on discutera effectivement de la notion de la pratique touristique,
qui est un peu corroboré avec ce qu'on vient de dire ce matin, et aussi de la fabrication du Made in France. De quoi parle-t-on? Jérôme en a un peu parlé ce matin. Merci à vous toutes et tous, bon appétit, merci à nos invités, à nos contributeurs, je pense qu'on peut les applaudir, bravo, et à cet après-midi.